Philippe Herlin est docteur en économie du CNAM, auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Erol et chroniqueur chez Goldbroker et Économie Matin. Premier spécialiste du Bitcoin en France. Bonjour Philippe, merci de m'accorder cet entretien. Pour commencer, est-ce que le Bitcoin est dans une bulle? Ce que je défends dans cette lettre, ce que j'explique à partir de faits réels, c'est que c'est pas une bulle, même s'il y a des aspects bullaires, parce qu'il y a des effets spéculatifs, et le Bitcoin, ça pèse à peu près 15 milliards d'euros, donc c'est un marché assez mince, donc quand il y a un afflux de demande, ça provoque des variations de cours très fortes à la hausse ou à la baisse, on est d'accord. Sur quoi repose la croissance du Bitcoin dans le marché? Il y a une corrélation parce que le Bitcoin répond à des besoins réels. Alors il y a deux choses qu'il faut distinguer, c'est le Bitcoin en tant que monnaie. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est une monnaie où on peut faire des virements dans le monde entier et c'est le système de virement, de paiement le moins cher au monde. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qui compte. Quel avantage le Bitcoin possède-t-il par rapport à l'euro? Le Bitcoin, c'est une monnaie qui ne dépend pas d'une banque centrale, qui ne dépend pas d'un État. Il n'y a pas de planche à billets, il n'y a pas de manipulation des taux d'intérêt. Personne ne contrôle le Bitcoin, c'est un peu comme l'or. L'or, personne ne décide la valeur de l'or, c'est l'offre et la demande, c'est ce que les gens en pensent. Voilà. Et depuis plusieurs millénaires, l'or fonctionne très bien. Donc le Bitcoin, on pourrait dire que c'est un peu de l'or numérique. Allons-nous donc commencer à nous en servir pour acheter notre café? Nous, en Europe, on a l'euro. Quel intérêt il y aurait à payer son café en Bitcoin? Bon, réellement, pas vraiment, parce que bon, c'est plus un gadget qu'autre chose. Mais il faut voir ça au niveau mondial. Il y a beaucoup de pays dans le monde où la monnaie s'effondre. De plus en plus de gens au Nigeria se tournent vers le Bitcoin et il faut que ceux qui nous écoutent sachent qu'il y a 100 000 commerçants au Nigeria qui acceptent le Bitcoin. Voilà. Donc, dans les pays émergents où les monnaies font du yo-yo, où les monnaies sont pas sûres, où il y a de l'inflation, où il y a du contrôle d'échange, le Bitcoin, ça sert d'alternative. Comment cette technologie va changer votre façon de vivre? Qu'est-ce qui se cache derrière le succès de Bitcoin? Comment fonctionne le Bitcoin? Puisqu'il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas une autorité centrale qui valide les transactions. Donc comment savoir qu'un tel a envoyé telle somme d'argent à telle autre personne si personne n'est là pour le certifier? Eh bien ça marche parce que cette information, elle est publique. C'est ça le génie du Bitcoin, c'est que le fait que tel numéro de compte ait envoyé telle somme, tant de Bitcoin à tel autre numéro de compte, c'est une information qui est rendue publique en temps réel et qui est partagée par l'ensemble des participants au Bitcoin. Comment cette blockchain va-t-elle toucher les services comme les banques et les assurances? Donc cette blockchain, cette base de données de toutes les transactions actualisées en temps réel, elle permet de construire des services dessus. On pourra dire c'est un peu l'Internet de l'argent. Sur cette base-là, on peut construire des services, tous les types de services financiers ou d'assurance. Déjà en train de s'attirer des levées de fonds. Qu'y a-t-il comme signal que la blockchain se développe? Dans le grand public, il n'y a pas encore vraiment de service qui fonctionne, mais on est au tout début. Mais dans le domaine B2B, on va dire, ça commence déjà un peu à fonctionner. Et il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de levées de fonds. Donc ça, c'est un indice. Il y a un écosystème qui se développe. Il y a plein d'investisseurs qui mettent de l'argent dans des sociétés actives sur la blockchain. Donc on se dit, voilà, à moins qu'ils soient tous faux, il y a quelque chose ça veut dire que ça fonctionne, quoi. Cette évolution devrait-elle se poursuivre? Le processus est en train de se lancer, il y a des levées de fonds, il y a plein de sociétés qui se lancent là-dessus aux États-Unis, Londres, Europe, Asie, voilà. Donc pour ces deux aspects-là, le Bitcoin comme monnaie, pas tellement chez nous en Europe, mais dans les pays émergents où les monnaies font du yo-yo, oui, ça représente déjà aujourd'hui, ça représente un intérêt. Et la blockchain qui permet de construire des services financiers nettement moins chers que ce qui existe aujourd'hui, c'est en train d'émerger. Donc pour ces deux raisons-là, moi je dis que le cours du Bitcoin va continuer d'augmenter. Bitcoin va ubériser la finance. Comment la blockchain va-t-elle affecter les banques? La blockchain permet d'ubériser des choses qui sont actuellement assez lourdes, assez centralisées. Donc les banques peuvent s'inquiéter, mais en même temps, celles qui comprennent peut-être le plus rapidement l'intérêt du Bitcoin sont les banques, parce qu'elles ont créé un consortium, qui est R3. Elles voient le danger pour elles. Elles ne veulent pas se faire ubériser, elles voient le danger et voient les opportunités aussi. Donc elles sont en train de se rassembler pour voir quel service elles peuvent mettre en place. Qui d'autre participe au secteur? Mais il y a aussi plein de fintech qui se lancent là-dessus, quoi. Mais c'est sûr que ça va bouleverser le marché financier. Par exemple, qu'on peut faire avec la blockchain,
tout ce qui nécessite beaucoup de certification, les exportations de biens, par exemple, quand un bien doit franchir par différents moyens de transport, différents pays, à chaque fois il faut de la certification auprès des douanes, etc. Et c'est un processus qui aujourd'hui est extrêmement lourd. D'autres exemples de l'application de la blockchain existent-ils? Un autre exemple aussi qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est cotation d'entreprises avec un volume assez faible. Bon, pour les gros, pour les blue chips, pour les grosses actions, il y a les marchés réglementés, CAC 40, NYSE, etc. Mais pour des valeurs qui ont des transactions d'un volume plus faible, c'est assez coûteux ces systèmes-là. L'avantage aussi de tout ça, c'est que ça va permettre à des PME ou des TPE qui n'ont pas accès à ces services-là de pouvoir avoir accès aussi, quoi. Voilà, ça va élargir l'offre, donc c'est aussi ce que comprennent les banques. Est-ce que le Bitcoin va tuer l'euro à l'avenir en le remplaçant? Mais le Bitcoin ne va pas tuer l'euro, mais c'est plutôt si les monnaies actuelles, utilisées actuellement par les gens, se mettent à défaillir et à perdre la confiance des gens, que le Bitcoin pourra prendre la suite. Oui, la directive BERD, une directive européenne qui est maintenant en vigueur dans tous les pays de la zone euro, et qui permet à une banque en situation de faillite de ponctionner les comptes de ses clients. Il y a aussi, ça fait l'objet d'une autre lettre, parce que c'est important, c'est la loi Sapin 2 qui permet de bloquer l'assurance vie des particuliers au cas où il y a une crise financière. Bon. Si lors d'une prochaine crise financière, les épargnants sont touchés, comme la loi le permet, avec Sapin 2 et BRD, bon, là les gens se diront, on s'est fait avoir, il faut envisager d'autres solutions. Une solution comme l'achat de Bitcoin. Donc il y a l'or physique, qui est évidemment depuis toujours un excellent moyen de garder de la valeur, et les actifs réels. Et puis il faut aussi pouvoir faire du commerce concrètement. Donc il y a le Bitcoin aussi, voilà, qui permet de protéger de la valeur, de continuer à faire du commerce. L'avantage par rapport à l'or, c'est que c'est liquide. On peut acheter sa baguette de pain avec des bitcoins. Échapper à l'effondrement de sa monnaie. Donc, dans quel type de scénario est-ce que le Bitcoin aurait le plus de valeur? Le Bitcoin n'est pas là pour tuer l'euro et manger tout cru et devenir une monnaie, la monnaie mondiale. Le Bitcoin, c'est plutôt une façon d'échapper aux monnaies qui elles-mêmes sont hégémoniques. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne dans l'euro, on est payé en euros, c'est la monnaie officielle. Mais si lors d'une crise, tous ces droits-là qui nous paraissent naturels disparaissent, ben, oui, le Bitcoin. Maintenant, il y a une solution en plus qu'est le Bitcoin. Voilà. Japon a surveillé de près pour son effet sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui pourrait déclencher ce genre de scénario? Ben, je dis un pays qu'il faut surveiller, c'est le Japon. Parce que le Japon est dans une situation financière nettement plus dégradée que l'Europe et les États-Unis, notamment parce qu'ils font de la planche à billets depuis plus longtemps. Ils ont une dette qui est de 300% du PIB. S'il y a une monnaie qui doit sauter, qui doit s'effondrer entre l'euro, le dollar et le yen, moi j'aurais tendance à parier sur le yen. Bon, voilà. Donc le Japon pourrait jouer en faveur du Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de la hausse actuelle du Bitcoin depuis le début de l'année 2017 provient du Japon. Provient du Japon parce qu'il y a une réglementation qui est passée il n'y a pas longtemps, qui facilite. Puis il y avait une taxe aussi qui existait, qui n'existe plus. Donc voilà, la vente, échange de Bitcoin en yens est plus facile. Et de plus en plus de Japonais qui sont des gens très épargnants, qui sont parmi les plus épargnants au monde, se disent, bon bah voilà, tiens, on va commencer à s'intéresser au Bitcoin. Que se passera-t-il en cas d'effondrement du yen? Si le yen actuel s'effondre, l'État japonais créera un nouveau yen. Bon, au passage, les épargnants auront été lessivés, on est d'accord. C'est comme ça se passe à chaque fois que... Donc il y aura un nouveau yen. Mais disons que ce qui se produirait, à mon avis, aussi en même temps, c'est qu'il y a une grosse partie des Japonais qui basculerait vers le Bitcoin, quoi, et que le Bitcoin connaîtra un succès énorme. Et donc ça ferait exploser le cours au passage, quoi, voilà. Y a-t-il d'autres pays à suivre de près pour leur effet sur le Bitcoin? Alors en Amérique du Sud, avant le Bitcoin, la solution de repli, c'était le dollar. Mais le dollar, c'est pas forcément facile à utiliser, on peut pas forcément ouvrir un compte, donc ça passe par le cash, ce qui n'est pas très pratique de transporter du cash en dollars. Bon. Et on voit que le Bitcoin, maintenant, en Amérique du Sud, le Bitcoin devient de plus en plus une solution alternative à ces monnaies. Ether, crypto-monnaie à suivre pour son potentiel. Existe-t-il d'autres crypto-monnaies à part le Bitcoin? Oui, il y a d'autres crypto-monnaies, d'autres monnaies numériques.
En nombre, il y en a plusieurs centaines. Comment savoir si elles valent le coup de s'y intéresser? Il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui s'intéressent, il faut qu'elle ait des caractéristiques qui justifient qu'on s'y intéresse. Lesquelles pourraient intéresser malgré tout? Alors, une autre monnaie numérique qui fonctionne bien, dont on parle beaucoup, c'est Ethereum. Ethereum, lui, c'est ce qu'il apporte par rapport au Bitcoin, on pourrait dire, c'est que il a été conçu à partir de sa blockchain. C'est-à-dire qu'il est plus facile de programmer des nouveaux services basés sur la blockchain sur Ethereum que sur Bitcoin. C'est plus simple, plus facile. Bon. Et ça explique le succès de cette monnaie et le cours de l'Ethereum a nettement augmenté. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc l'Ethereum c'est la blockchain, l'Ether c'est la monnaie, c'est comme le Bitcoin. L'Ether a beaucoup augmenté, mais la différence du Bitcoin, il n'est pas limité en quantité. Malgré ce désavantage, Ethereum peut-il décoller? Bon, ceci dit, c'est quand même une monnaie qui marche, il y a un écosystème qui se développe, ça c'est un indicateur qui est fondamental pour moi, il y a un écosystème, il y a des sociétés, il y a des levées de fonds. Donc, si j'ai bien compris, pour pouvoir décoller, une crypto-monnaie doit avoir un écosystème de gens derrière elle pour la soutenir. Il faut qu'elle apporte des caractéristiques spécifiques intéressantes par rapport à ce qui existe. Donc c'était le cas de l'Ethereum. Il faut revenir au concret, quoi. Même si c'est numérique, mais il faut revenir au concret. Qu'est-ce que ça apporte au marché, aux acteurs, d'utiliser cette monnaie plutôt qu'une autre? L'Ethereum par rapport au Bitcoin, on comprend. Mais le Bitcoin garde tout son intérêt aussi, hein, bien sûr. Ce qui peut donner du gaz au Bitcoin en 2017. Que regarder en ce moment pour anticiper l'avenir des cryptos? Une façon d'estimer les hausses de cours, c'est un peu de suivre les pays qui s'ouvrent progressivement au Bitcoin. Ce qui explique la grosse bulle de fin 2013, c'est que la Chine s'y intéressait. Voilà. Pourquoi les États craignent-ils le Bitcoin? Il y a eu un effet d'emballement qui fait que la monnaie est passée de l'ordre, elle était de l'ordre de à peu près 100 € avant l'été 2013, à peu près, à près de 800 €. En Chine, il y a un contrôle de l'échange. On ne peut pas librement vendre des yuan pour acheter des dollars ou des euros. Il y a un contrôle de la banque centrale. Et par l'intermédiaire du Bitcoin, on change ses yuan contre des Bitcoins. Puis avec ces Bitcoins, on achète des euros, il n'y a aucun problème. Et là, la banque centrale, les Chinoises, elle ne voit rien, quoi. Donc la première réaction, c'est qu'elle a interdit le Bitcoin en Chine. Elle a décidé d'interdire comme ça du jour au lendemain. Donc ça a fait s'effondrer la bulle, la hausse des cours. Est-ce que la Chine a changé d'attitude envers le Bitcoin depuis? Ensuite, les Chinois ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'exclure d'une technologie qui était en train de prendre vraiment de l'importance. Donc la Banque centrale est revenue un peu dessus, puis elle a dit finalement vous pouvez l'utiliser. Il y a eu plusieurs ajustements, on va dire. Aujourd'hui, maintenant, c'est stabilisé. Il y a toujours le contrôle de l'échange, mais bon, voilà, le Bitcoin en Chine n'est pas utilisé comme un moyen de contourner le contrôle de l'échange. Il y a aussi une économie, un écosystème qui se développe. 1 milliard de gens en Inde attendent encore d'entrer dans le Bitcoin. Quels autres pays peuvent influencer le Bitcoin? Depuis 2017, c'est le Japon. Les Japonais s'y sont mis. Il y avait une taxe qui pesait sur le Bitcoin qui a été supprimée, donc le Japonais s'y est mis. Il y a la Corée du Sud aussi. Le 1er janvier 2017, on était à 1 000 €, qui était un chiffre symbolique qui a été atteint à ce moment-là. Et en 3 mois plus tard, on était à 2005. Moi, un pays que j'attends, c'est l'Inde, quoi. En Inde, on aime l'or physique, beaucoup. C'est un des premiers consommateurs avec la Chine. Qu'est-ce qui va pousser les Indiens à acheter du Bitcoin? Le gouvernement a récemment, soi-disant pour lutter contre le travail au noir et l'évasion fiscale, a supprimé des coupures de billets qui étaient très, très utilisées pour les remplacer par d'autres, ce qui a obligé les gens à ramener les coupures qui n'avaient plus cours dans une banque. Donc ça a provoqué une pagaille énorme en Inde. Une mini-crise économique, parce que tout d'un coup, les échanges, les transactions se sont effondrées. Et je pense que les Indiens vont commencer vite à comprendre qu'avec le Bitcoin, ils s'évitent ce genre de désagréments, quoi. Que se passerait-il si les Indiens se mettaient au Bitcoin? Moi, je dis, si l'Inde s'y met, là, le cours, il va encore franchir un sacré seuil, quoi, voilà. Où d'autres se produiront les événements touchant le Bitcoin? Il faut suivre un peu les levées de fonds. Les pays dans lesquels ça se fait, alors aujourd'hui c'est surtout essentiellement les États-Unis, hein, mais
Et il y en a aussi en Europe, il y en a aussi à Londres, qui est la première place européenne pour tout ce qui est Bitcoin et blockchain. Licorne à venir dans le secteur des cryptos. À quoi ressemblera le moment où les cryptos décolleront? Donc il faut suivre quand les premiers services sortiront dans le grand public ou dans le B2B et connaîtront un vrai succès. Il faut suivre quand est-ce qu'il y aura la première licorne basée sur la blockchain, voilà, enfin des choses comme ça, voilà. Et ça permet aussi de mieux apprécier le potentiel de valorisation du Bitcoin. Faut-il se méfier de risques entre-temps? Il existe des risques concernant le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas d'autorité, c'est une force. C'est aussi un peu une faiblesse, parce que quand le code du Bitcoin doit évoluer, il faut que la communauté des gens qui font fonctionner le Bitcoin se mettent d'accord. On a vu le 1er août, il y a eu ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté la nouvelle règle. Donc ils ont continué avec leur propre Bitcoin, c'est que maintenant il y a 2 Bitcoins. Voilà. Il y a un risque, donc mettez dans le Bitcoin de l'argent dont vous pouvez considérer que vous pouvez vous passer. 1 ou 2 zéros à ajouter au prix du Bitcoin. Malgré les risques, Bitcoin peut-il encore grimper? Si les monnaies numériques, si le Bitcoin prend vraiment de l'importance, le cours il peut être nettement plus élevé. On peut rajouter 1 ou 2 zéros facilement. Et puis, si les monnaies numériques prennent, et la blockchain, enfin les blockchains des différentes monnaies numériques prennent vraiment de l'importance dans l'économie, ce qu'on peut penser vu le développement actuel, à ce moment-là, le cours peut vraiment exploser. Le Bitcoin, c'est pas comme une action, c'est une monnaie. Donc potentiellement, si les monnaies étatiques s'effondrent et que tout le monde se met au Bitcoin, le cours, voilà, un Bitcoin, ça vaudra 1 million ou 10 millions d'euros, quoi. Bon. Est-ce que les conditions pour l'ascension de Bitcoin sont là aujourd'hui? Là, on est dans une période où les banques centrales font beaucoup de planches à billets, où il y a beaucoup de dettes publiques et dettes des ménages et dettes privées. On a un niveau de dette qui sont supérieurs à la crise 2008. La croissance, elle n'est pas vraiment là, donc on accumule de la dette et il n'y en a pas de croissance. Donc le jour où ça va se casser la figure, ce sera une catastrophe, mais ceux qui ont de l'or physique et du Bitcoin, ils pourront servir le champagne, quoi. Voilà. Bitcoin, ce que vous devez savoir. Comment s'informer afin de se lancer dans les crypto-monnaies? Le dossier Bitcoin, en fait, il sert à... Je l'ai écrit pour des gens qui ne savent pas ce qu'est le Bitcoin, parce que je dirais que pour le Bitcoin, il y a un coût d'entrée. Comprendre comment ça marche. La quasi-, enfin 99,9% des gens qui s'intéressent au Bitcoin sont des informaticiens. Et quand un informaticien vous explique quelque chose, c'est assez rare de comprendre du premier coup, quoi. Voilà. Moi, je suis un économiste qui s'est plongé dans le fonctionnement du Bitcoin, et mon objectif, c'est de le rendre compréhensible pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent comprendre ce que c'est. Voilà, donc dans ma lettre, j'ai expliqué de façon pédagogique, didactique, l'histoire du Bitcoin. Pourquoi est-ce que c'est apparu, hein, pourquoi est-ce qu'un groupe de gens a eu envie de créer une monnaie qui circule sur Internet et qui soit contrôlée par personne, par aucun État, voilà, pourquoi. J'ai expliqué le fonctionnement, cette histoire de blockchain, de base de données publique, qui fait que l'information, toutes les transactions sont publiées en temps réel, et c'est ça qui permet de valider les transactions, justement, puisqu'il n'y a plus une instance centrale. Bon, voilà, tout ce fonctionnement-là. Les aspects un peu techniques, et puis un peu les autres monnaies, que l'Ethereum, notamment les autres monnaies numériques. Voilà. Et j'ai fait pour que ce soit lisible et compréhensible par tout le monde. Et puis j'ai terminé sur les conseils d'épargne, parce que je considère que c'est un actif vraiment à prendre en compte pour placer une partie de son épargne et avoir la possibilité de réaliser des plus-values intéressantes, quoi. Merci de votre temps, Philippe. Vous souhaitez en savoir plus sur la crypto-monnaie? Vous désirez dès maintenant créer votre portefeuille et profiter des 2 monnaies les plus connues du marché, Bitcoin et Ethereum? Vous voulez aussi vous positionner sur une crypto-monnaie qui offre les avantages développés par le docteur Erlin, comme un écosystème? Remplissez dès aujourd'hui ce formulaire. Vous serez contacté par l'un des membres de notre équipe.